bureau sont groupés tous les renseignements concernant la vie de la galerie. Éboulements, inondations, changements de direction, accidents, retards, avancements, les moindres détails sont portés sur des graphiques ou des schémas. Les nouvelles sont satisfaisantes. Le percement définitif n'est pas loin. Tandis que l'avancement se poursuit derrière le front d'attaque, on travaille à élargir la galerie. Elle doit atteindre un diamètre assez important pour qu'un certain volume d'eau puisse y circuler. Après chaque perforation se reproduit le cycle des opérations. Bourrage, explosion, déblaiement. Là encore, il faut contenir les poussées de terrain par d'énormes cintres d'acier. Sur le soutènement métallique, on fixe un grillage qui servira d'armature au béton. Alors arrive le coffrage télescopique long de 10 mètres. Actionnés par des vérins hydrauliques, les pans du coffrage s'ouvrent et se mettent en place. Non loin de là, un train à béton malaxe ciment et agrégats. Le béton, déversé dans un skip d'alimentation, est envoyé sous air comprimé dans les coffrages métalliques. Les ouvriers, par les fenêtres du coffrage, en observent la montée pour le tasser. Le chariot viendra démonter ce coffrage. Les panneaux du bas seront relevés d'un côté, puis de l'autre. Attirés par les vérins hydrauliques, les pans principaux se replient. Il ne reste qu'à détacher les plaques amovibles pour libérer l'ensemble. Passant les uns sous les autres, tous ces éléments de coffrage permettent un bétonnage extrêmement rapide. Le diamètre de la galerie achevée est alors de 4,50 mètres. Bien que les difficultés restent les mêmes, le creusement des derniers mètres se fait à une vitesse jamais atteinte. Le désir d'en finir une bonne fois avec la montagne décuple l'énergie des mineurs. Sauf accident, la jonction doit se faire dans les 24 heures. Partout, les ouvriers n'ont qu'un sujet de conversation. Et les plus malins expliquent aux autres comment se passera la rencontre entre la 14 et la 16. Ce qui n'empêche pas de penser à d'autres trous qu'il faut boucher. Les deux galeries se sont rapprochées. Sous la montagne s'engage une hallucinante course de vitesse. Et toutes les heures, on emporte les résultats sur un tableau.
Pendant des mois et des mois, ces hommes ont creusé la terre comme des taupes. Malgré le froid, les inondations, les éboulements, ils ont assuré la progression des deux galeries. Aujourd'hui, 8 janvier 1952, la jonction est faite, la galerie est ouverte de bout en bout, la montagne est vaincue. Moins de 2 ans plus tard, les travaux d'aménagement du barrage sont terminés. Reposant sur une base de 43 mètres, le barrage se termine par une route large de 12 mètres. C'est le plus haut d'Europe, il mesure 181 mètres. La centrale de Malgover est prête à fonctionner. 2 conduites forcées relient la galerie à la centrale. Turbines attendent la descente de l'eau. L'hiver, sortant des turbines, reprendra enfin son ancien cours. 830 millions de kilowattheures seront distribués chaque année. Monsieur Auriol, premier président de la 4e République, inaugure les installations. À l'issue d'un banquet copieux, il se lève et parle. Malgover est inauguré. Les turbines peuvent tourner. Maintenant, le chantier va fermer ses portes. C'est le moment de faire le bilan. Pour mener à bien cette entreprise colossale, il a fallu 1 630 000 mètres cubes de béton, 15 années d'efforts, 12 millions de journées de travail, 60 morts. Dans un petit cimetière au pied du barrage, quelques corps sont encore enterrés. Sacrifice sans prix qui n'aura pas été vain. Aujourd'hui, depuis la salle de commande, un seul homme, en tournant un bouton, peut donner à d'autres hommes un peu plus de joie. Un peu plus de force. Un peu moins de paix. Une rivière importante, l'Isère, près de son confluent avec un fleuve impétueux, le Rhône. Juste sur le 45e parallèle, cercle symbolique rappelant que la France est un pays tempéré. Cette rivière, si elle est impropre à la navigation, comme beaucoup d'autres, on a pensé à la faire travailler. Mais elle a un caractère torrentiel, indiscipliné. Certaines fois, elle submerge et dévaste. D'autres fois, elle s'amenuise jusqu'à dormir en un petit filet au milieu des galets. Un tel travailleur, aussi fantaisiste, aussi peu constant dans ses efforts, a un piètre rendement. Quel est le caractère de cette rivière? C'est avant tout un cours d'eau de montagne. En hiver,
les précipitations se font sous forme de neige, donc inutilisables. Le froid pétrifie l'eau et le débit est extrêmement faible. Au printemps, abondance et quelquefois surabondance due à la fonte des neiges. En été, débit assez régulier provoqué par la fonte des glaciers. Il apparaît tout de suite que les richesses hydrauliques ne correspondent en rien dans le temps aux besoins de l'homme. Les plus fortes consommations d'énergie ayant lieu justement au moment des plus faibles débits. On a donc réalisé un équipement plus faible. En hiver, on utilise au maximum toute l'eau, mais il y en a peu. Au printemps et en été, la limite de la puissance installée arrive à provoquer de fréquents déversements d'une eau en surplus et, de ce fait, inutilisable. L'idée est venue tout naturellement de thésauriser. Cette richesse, cette eau qui déverse et qui est perdue pour tous, a cependant une énergie potentielle. Pourquoi ne pas la maintenir à haute altitude, quand elle est en quantité superflue, impossible à utiliser, pour ensuite la faire travailler lorsque les disponibilités se raréfient? Elle fournira ainsi une énergie appréciable d'hiver. Pour cela, il a fallu trouver un site intéressant, en tête de vallée, à l'entrée de gorge constituant un verrou naturel, aussitôt après une cuvette permettant d'accumuler l'eau. Mais cet aménagement exigera de grands sacrifices. Une cuvette en montagne est toujours un des rares emplacements cultivables, et par conséquent, on y trouve quelques habitations. On doit donc demander aux habitants de ce village de se sacrifier au bénéfice de la collectivité. Ces rudes montagnards, habitués à une vie en commun avec leurs bêtes, devront abandonner le lopin de terre natale pour que le bien-être se répande au profit de gens qu'ils ne connaissent pas. Cette cuvette naturelle, les techniciens l'ont explorée. Ils ont posé, sur le plateau voisin, aux Boisses, les premiers jalons de ce qui va devenir les installations de chantier. Il faut tout d'abord procéder à la dérivation du cours de la rivière par un tunnel provisoire pour en assécher le lit et asseoir les fondations du barrage. Parallèlement, il est nécessaire de détourner la route nationale qui enjambe l'Isère juste à l'endroit où on va édifier le barrage. On construit pour cela un second tunnel provisoire, à la sortie duquel la route va franchir la rivière sur le Batardeau amont. Ce pont du Chevril, qui permettait le franchissement de la route nationale au-dessus de l'Isère, va être détruit. Parallèlement, des travaux importants de viabilité sont entrepris dans toute la région. « 18 kilomètres de route sont construits, tant en route de chantier qu'en route du réseau des ponts et chaussées qu'il a fallu dévier.
de nombreux murs de soutènement vont être mis en place. Pendant ces années de préparation, les gestes traditionnels de l'artisan, tant mineur que maçon, ont régné en maître avant de faire place aux nouvelles techniques des travaux publics. On procède enfin à la coulée des premiers mètres cubes de béton qui vont constituer les fondations du barrage dans le lit de l'Isère, juste à l'emplacement de l'ancien pont du Chevril. Ces premières coulées de béton sont exécutées avec un matériel courant et mobile en attendant l'achèvement des installations de bétonnage spéciales. Mais il faudra encore 18 mois avant que celle-ci ne soit prête. Aussi réalise-t-on une installation auxiliaire, dite installation basse, composée de matériel de puissance moyenne, mais immédiatement disponible. La pierre utilisée par cette installation basse provient pour les gros éléments d'une carrière de quartzite. Les éléments plus fins sont fournis par les alluvions de l'Isère, exploités par 2 draglines. Cette installation basse, capable de 35 mètres cubes à l'heure, a permis la mise en place des premières assises du barrage, traversées par les conduites de vidange de fond, ainsi que les bétonnages de la tour de prise d'eau. Pour tous ces travaux, il a fallu faire appel à une main-d'œuvre importante, dont l'effectif a dépassé 4000 travailleurs, que les ressources locales ne permettaient évidemment ni de loger, ni de nourrir. On a dû construire 7 cités, réparties en divers endroits, tenant compte de l'altitude des travaux à effectuer et des risques d'avalanche. 10 cantines ont été également édifiées, permettant au personnel de prendre ses repas à proximité du lieu de travail ou du lieu d'habitation. Ces travailleurs n'ont pas été occupés uniquement à la construction du barrage. De nombreux mineurs ont procédé au percement d'une galerie d'amener qui, à flanc de montagne, sur une longueur de 15 km, permet de conduire les eaux depuis la sortie de l'usine des Brévières jusqu'au droit de l'usine de Malgovert, à proximité de Bourg-Saint-Maurice. Au passage, cette galerie capte les eaux des torrents de la Savine, du Mont-Pourri, des Trois-Fontaines, du Lavanché et de Pisse-Vieille. L'usine de Malgovert travaille sous une chute de 750 mètres et ses 420 000 chevaux permettent une production annuelle dépassant 600 millions de kilowattheures. Le village de Tignes, qui mesure maintenant le sort qu'il attend, a vécu son dernier hiver alors que, à proximité, les installations de chantier, dès le printemps revenu, vont poursuivre l'édification du mur destiné à accumuler l'eau qui va le noyer.